Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo de l'année 2022. Alors évidemment, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année et bien sûr pas que dans le domaine financier. Mais le début de l'année, c'est vrai que c'est une bonne période, souvent pour faire le point, et c'est ce qu'on va faire. On va faire le point sur nos portefeuilles, enfin moi sur mon portefeuille, vous sur le vôtre, pour préparer au mieux cette année. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas aller dans le détail de quelle valeur acheter ou vendre, ça c'est un peu ce qu'on fait tout au long de l'année. Non, ce qu'on va faire, c'est prendre un peu de recul, c'est faire un check-up tout simplement de son portefeuille, comme si vous alliez faire un check-up chez le médecin. Vous ne le faites pas quand vous êtes malade, vous le faites au contraire quand tout est tranquille, et voilà, c'est juste pour vérifier que tout va bien. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, avant d'attaquer la partie plutôt dédiée aux actions, comme toujours dans ces vidéos, ce qu'il faut faire, et c'est vraiment très très important, c'est prendre un peu de temps pour réfléchir à votre allocation globale. Donc si je prends mon cas, et je vais classer ça un peu dans l'ordre d'importance, j'ai d'abord beaucoup d'immobilier locatif, que ce soit en direct ou via des SCPI. Ensuite, j'ai mes portefeuilles actions, mais je n'ai pas que ça, j'ai aussi des parts dans des forêts, j'ai des positions sur les matières premières, sur les crypto-monnaies, etc. Et c'est très important de regarder ça dans son ensemble et d'inclure tout votre patrimoine là-dedans, même des choses auxquelles vous ne penseriez pas de manière instinctive. Bien sûr, il faut mettre tous vos plans épargne entreprise, etc. Et ensuite, vous allez prendre actif par actif et vous demander si vous voulez augmenter ou bien diminuer la part des actions, la part des crypto-monnaies, de l'immobilier, etc. dans votre portefeuille. Est-ce que vous avez assez de liquidité ou est-ce qu'au contraire, vous avez trop de liquidité disponible, etc. Une fois que ça c'est fait, et donc que vous avez décidé de l'enveloppe globale que vous voulez dédier aux actions, on peut faire un zoom sur ces portefeuilles. Alors il est vraiment très très important de tout regrouper, hein, j'insiste bien là-dessus. Donc si je prends mon cas personnel, moi j'ai des comptes titres, à la fois personnel et société, j'ai un PEA, j'ai des assurances vie, et mettre tout ça ensemble, soit vous pouvez le faire manuellement, avec des outils Excel ou autres, ou bien utiliser des outils comme le Portfolio Manager de Zone Bourse. Et une fois que c'est fait, vous pouvez commencer à analyser un petit peu votre allocation. Alors on va commencer peut-être par le plus simple, qui est l'allocation géographique. Alors je vais prendre l'exemple de mes portefeuilles. Moi, mon allocation globale est de 62% aux États-Unis, 28% en Europe et 7% en Asie, marché émergent en général, mais il faut avouer que c'est beaucoup Asie et surtout Chine. Alors cette allocation, elle est finalement assez proche de mon allocation cible. Donc l'allocation cible, c'est celle que vous avez décidée à long terme, si vous voulez. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus sur l'allocation stratégique. Mais forcément, ça bouge chaque année parce que c'est renforcé par les performances respectives des différents marchés. Donc la part américaine, dans mon cas, a gonflé par rapport au total et la part asiatique a diminué uniquement en fait du fait des performances. Donc moi, la question que je me pose en ce début d'année, et j'ai pas encore la réponse honnêtement, c'est est-ce le moment d'augmenter les pays émergents et l'Asie? Et c'est vrai que c'est une question sur laquelle je vais me pencher dans les prochaines semaines. Ensuite, on a l'exposition en devises. Alors vous pouvez penser que c'est lié à l'allocation géographique, et c'est vrai, mais c'est pas totalement identique. Si je prends mon cas, alors j'ai pas fait les calculs au pourcent près, mais je dois être à peu près 50% en dollars, 30% en euros et 20% dans d'autres devises, francs suisses, couronne suédoise, etc. Alors ça, on est uniquement sur la partie action. Hein. Après, sur mes autres actifs, j'ai l'exposition principalement en euros ou bien en francs suisses. Donc c'est vrai que là, cette exposition de 50% en dollars, elle est uniquement sur la partie action. Plus en dehors, j'ai aussi la partie crypto, bien sûr, qui est en dollars. Et pourquoi j'ai moins, enfin je suis autour de 50%, c'est tout simplement parce que j'ai une partie de mes positions en dollars qui sont couvertes en euros, qui sont hedgées. Parce que je vous rappelle, hein, c'est pas parce qu'une position est libellée en euros qu'elle n'est pas exposée au dollar. Par exemple, si vous avez des ETF S&P 500, Nasdaq, MSCI Monde, etc. qui ne sont pas couverts en devises, alors vous êtes fortement exposé au dollar. En fait, vous êtes directement exposé au dollar. Et je les citais tout à l'heure, pour les positions en crypto-monnaie, c'est la même chose. Elles sont, même si peut-être que vous les surveillez en euros, mais en général on les surveille en dollars, elles sont directement impactées par le taux de change. Ensuite, une allocation qui est vraiment très importante pour moi, c'est l'allocation en termes de style. Alors si, bon, j'ai fait plusieurs vidéos sur les styles, je ne vais pas en revenir là-dessus maintenant, mais donc vous voyez sur cette allocation, déjà ce qui peut vous sauter aux yeux, c'est le fait que j'ai 35% en ETF. Donc je ne peux pas vraiment classer parce que pour la plupart ce ne sont pas des ETF factoriels, des ETF value ou quality ou autres.
Alors, pour répondre à la question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi j'ai autant d'ETF, c'est tout simplement parce que, comme je vous le disais, ici, je regroupe mes comptes titres, PEA, mais aussi mes assurances vie, etc. Et sur certaines assurances vie, je n'ai pas de titre en direct, c'est de la gestion totalement passive, donc je suis investi 100% en ETF. Ce sont des comptes que je ne touche pas, sauf peut-être pour rebalancer un petit peu de temps en temps. C'est pour ça que je termine avec un gros tiers de mes portefeuilles actions qui sont en ETF. Ensuite, sur les titres en direct, je dois faire quelques précisions. Parce que vous voyez que j'ai 22% de titres que je considère de qualité, 18% de titres GARP, donc croissance à prix raisonnable, 8% de titres croissance et 14% de titres value, donc des côtés. Alors vous pouvez être peut-être surpris par le fait que je n'ai que 8% de titres de croissance. Mais en fait, c'est pas vraiment le cas parce que la plupart de mes titres qualité et puis bien sûr la totalité de mes titres GARP sont des sociétés de croissance. Dans les valeurs de qualité, j'ai beaucoup de valeurs de croissance avec des bilans très solides, donc c'est comme ça que je vais classer des entreprises comme Microsoft, Alphabet, LVMH, de mémoire, je dois avoir United Health aussi qui est classé en quality, du Pfizer dans la santé, etc. Donc voilà, la plupart des GAFAM vont être classés dans cette catégorie quality. Donc la plupart des titres quality chez moi ont quand même une très belle croissance. Ensuite, bien sûr, dans la partie croissance à prix raisonnable, les entreprises qu'on y trouve vont bien porter leur nom. Donc on a, je vais classer Facebook maintenant, Meta dans cette partie-là, ou bien j'ai pas mal de valeurs qui sont dans les semi-conducteurs et avec des fortes croissances. Je pense à des Micron Technology, je pense à des Skyworks, etc. Enfin, la plupart de mes titres semi-conducteurs, sauf ceux qui sont très chers, vont être classés dans la partie GARP. Donc finalement, les titres qu'on retrouve qui sont classés comme croissance, vraiment croissance pure, ça va être les valeurs de croissance qui sont à la fois chères et puis peut-être d'un peu moins bonne qualité, un peu plus risquées. Donc si vous voulez, si on devait prendre la totalité des valeurs de croissance, il y aurait la grande majorité de mes actions quality, il y aurait la totalité de mes actions GARP et puis bien sûr les actions de croissance. Ensuite, du côté du style value, donc valeur des côtés, ça va être principalement des valeurs financières du type des Apollo Global Management, des Amundi, etc. Des valeurs automobiles et puis de l'énergie, donc en automobile, je vais avoir du Daimler, des choses comme ça. Donc voilà, 14% de ces valeurs des côtés qui sont là. Alors je sais que c'est pas à la mode, ces valeurs value, mais qui sont un bon buffer pour le portefeuille, qui vont avoir tendance vraiment à varier un peu à l'opposé de mes valeurs de croissance. Donc personnellement, en regardant ça, je suis assez content de ma répartition. Alors ce serait peut-être le moment de renforcer les petites valeurs de pure croissance dont j'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, vraiment les valeurs disruptives qui sont chères mais qui ont quand même pas mal baissé ces derniers mois, donc qui peuvent redevenir intéressantes. Donc voilà, si je regarde cette répartition en termes de style, pas grand chose à changer pour le moment. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est la même répartition mais par secteur. Alors personnellement, je n'ai pas de graphique, mais c'est quelque chose que je surveille régulièrement. Par exemple, quelque chose que je sais et sur lequel il faut que je travaille, c'est que j'ai un peu trop de semi-conducteurs en portefeuille. En fait, à chaque fois que je regarde les titres du secteur, quasiment tous, ils sont très intéressants, donc j'ai du mal à ne pas les acheter. C'est pas vrai pour la totalité des titres du secteur. Il y en a qui sont un petit peu moins sexy, donc comme des Intel qui vont tomber plus dans la partie value, mais pourquoi pas, ça permet aussi de bien diversifier le portefeuille. Mais je me force à pas en acheter. Par exemple, je crois que j'avais regardé Texas Instruments qui a vraiment des super chiffres, mais que je voulais pas rentrer parce que j'ai déjà trop de valeurs semi-conducteurs en portefeuille. Donc voilà, il va probablement... Enfin, ce que me fait dire ma vision sectorielle, c'est qu'il faut peut-être que je prenne un petit peu de profit sur le secteur en début d'année. Ensuite, vous pouvez aussi regarder votre allocation en fonction de la taille des entreprises. Alors, si vous me suivez, vous savez que moi, je suis surtout sur des grosses capitalisations, donc pas la peine de faire que je regarde ça, c'est un biais qui est totalement assumé, et voilà, qui me convient bien. Donc, c'est pas quelque chose que je surveille, je vais pas me forcer à rentrer dans des petites boîtes, dans des small caps, mais voilà, pour vous, ça peut être intéressant, si vous avez un portefeuille qui a un peu de tout, de regarder ce que vous avez en petite capitalisation, moyenne capitalisation et grosse capitalisation. Ensuite, je passe au travers de la taille de mes positions. Parce que le but, là, c'est, comme je le disais, c'est pas de choisir quelles sont les positions qu'on va mettre ou enlever, mais juste regarder la taille. De mon côté, les facteurs pour déterminer la taille d'une position, c'est ma conviction et puis le risque. Ma plus grosse position,
en 2021 et qui l'est resté en fait, c'est Silicon Motion, une entreprise américaine. J'avais une grosse conviction sur cette valeur, donc c'était ma plus grosse position. Et comme ça a payé, ben, je me retrouve maintenant avec un portefeuille qui est un peu trop exposé à cette valeur. Il va falloir à un moment que je prenne un petit peu de profit pour garder une allocation plus équilibrée, prendre un peu de profit à mon grand regret, mais bon, ça fait partie de mes règles d'avoir des portefeuilles équilibrés. Et à l'inverse, ma plus grosse perte, elle est sur Alibaba. Alors, c'est pas forcément une surprise pour vous ou pour tous ceux qui sont exposés au marché chinois. Mais comme je définis la taille de ma position en fonction de ma conviction et aussi du risque, Alibaba, c'était resté une petite position. Alors, elle est beaucoup plus petite encore maintenant, mais c'est vrai que j'avais une conviction qui était assez moyenne sur le titre, enfin qui était là, hein, sinon je ne l'aurais pas acheté, bien sûr. Donc, j'avais une conviction, mais par rapport à mes autres conviction, elle était relativement moyenne et surtout j'avais bien conscience du risque que j'ai à investir dans une entreprise d'un pays, la Chine, qui se définit lui-même comme une dictature communiste. Le risque là-dessus est énorme. Donc voilà, la position est restée, était petite, elle est petite. Donc voilà, je suis globalement, à part quelques prises de profit que je dois faire, je suis globalement content avec ma répartition titre par titre. Donc les questions à vous poser, vous faites comme moi, vous regardez est-ce qu'il n'y a pas des positions qui sont un peu trop grosses dans votre portefeuille, c'est souvent parce qu'elles ont bien performé cette année, et puis à l'inverse, est-ce que vous ne traînez pas des titres qui ne devraient plus être du tout dans votre portefeuille. Ensuite, un exercice que j'aime bien faire, qui n'est pas forcément à faire en début d'année, mais si vous ne le faites jamais, c'est le bon moment, c'est de faire ce qu'on pourrait appeler des stress tests, ou bien des what if scénarios, comme disent les Américains, des scénarios et si. Comment va réagir votre portefeuille s'il y a une très forte inflation ? Si l'inflation diminue, qu'est-ce qui va se passer en cas de hausse de taux, si les taux restent comme ils sont aujourd'hui, si la croissance continue telle qu'elle est, si la croissance se ralentit, si le Covid se maintient, ou bien à l'inverse, si le Covid disparaît. Regardez, passez au travers des biais de votre portefeuille et dites-vous comment il va réagir dans ces cas. La même chose sur la volatilité. Est-ce que vous avez un portefeuille qui va bien réagir en cas de forte volatilité ou plutôt bien réagir en cas de faible volatilité? Et puis, bien sûr, très important, comment vous allez encaisser une baisse de 10, 20, 30% du marché ou bien une hausse de 10, 20, 30% du marché. Je vais prendre un exemple tout bête. Si vous avez 20, 30, 40% de liquidité, bref, un gros montant de liquidité, est-ce que vous êtes confortable avec ça? Qu'est-ce qui va se passer si le marché baisse de 10, 20, 30%? Est-ce que vous savez déjà à quel niveau à peu près vous allez rentrer ou est-ce qu'au contraire vous allez rester liquide? Et puis, dans le pire des cas, pour quelqu'un qui a beaucoup de liquidité, qu'est-ce qui va se passer s'il y a une hausse de 10, 20, 30%? Comment est-ce que vous allez vous sentir avec vos liquidités? Est-ce que vous allez être assez fort moralement, enfin si c'est votre choix, pour ne pas rentrer dans le marché et être victime du FOMO, de la peur de rater le train, en fait? Alors avec tous ces scénarios, attention, le but, ce n'est pas de changer votre allocation, parce que sinon, vous allez avoir une allocation hyper défensive qui vous protège contre tout. Et puis, comme il y a plein de ces scénarios qui ne vont pas arriver, vous allez perdre beaucoup en performance. Donc, le but, c'est pas de changer votre allocation, mais c'est d'être prêt. Voilà, c'est d'être à l'aise avec votre niveau de risque et de ne pas être surpris. Pas être surpris en cas de forte hausse, forte baisse, forte volatilité, de Covid, inflation, etc. Parce que plus vous êtes surpris, plus vous allez réagir émotionnellement et plus c'est un scénario que vous avez prévu, par exemple en ce moment en début d'année, mieux vous allez réagir. Et il y a deux choses que vous pouvez faire en plus cette année si vous ne les avez pas encore faites. Une des choses que vous pouvez faire, c'est vous définir un benchmark. Un benchmark, c'est un indice de référence. C'est ce qui va vous permettre de déterminer si vous avez battu en fait cet indice ou non. Et pourquoi il faut le faire maintenant? Parce que c'est quelque chose qu'il faut toujours faire avant d'analyser sa performance. Il faut toujours le faire a priori. C'est très facile, par exemple, de regarder l'année 2021, de prendre votre portefeuille, vous avez un certain rendement, et de dire j'ai fait mieux ou moins bien que le MSCI Monde. Ah, mais je ne vais pas prendre le MSCI Monde parce qu'en fait, ce n'est pas forcément un bon benchmark. Je vais surtout prendre l'Europe, par exemple, qui a moins bien performé, donc qui va faire paraître votre performance encore meilleure. Si vous le faites après coup, voilà, vous allez toujours en fait avoir ce biais-là. Alors que si vous décidez dès le début d'année que votre indice de référence est par exemple l'indice MSCI Monde, alors, et que vous êtes très exposé sur l'Europe, alors vous assumez le biais d'avoir un gros biais européen par exemple, et vous n'allez pas changer le benchmark en fin d'année. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais bon, en tout cas, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'indice contre lequel vous vous battez, entre guillemets, quand vous déterminez si vous battez le marché ou non, c'est vraiment à déterminer maintenant si vous n'en avez pas déjà un. Et la deuxième chose que vous pouvez faire aussi en ce début d'année, c'est avoir une certaine réflexion fiscale. C'est que parmi toutes les enveloppes que j'ai déjà citées, que vous avez ou pas, mais
je vous conseille en tout cas d'avoir au moins un compte titre pour pouvoir investir partout, un PEA pour optimiser vos performances sur l'Europe, et puis des assurances vie, c'est vraiment la base dans l'investissement boursier, en tout cas en France. Et donc le petit travail à faire cette année, c'est de déterminer si toutes vos positions sont bien dans la bonne enveloppe. Il y a des positions plus court terme qui vont plutôt, qui sont plutôt adaptées à certaines enveloppes fiscales, d'autres positions plus long terme qui sont plus adaptées à d'autres. Est-ce que vous avez bien vos positions européennes qui vont être plutôt mises dans le PEA plutôt que de prendre de la place dans le compte titre et qui vont être fiscalisées de la manière la plus dure possible, etc. Donc prenez aussi un peu ce recul sur vos enveloppes en fait fiscales. Voilà pour ce début d'année. Ça fait toujours du bien de faire un peu un trait sur une année qui a été vraiment exceptionnelle en termes boursiers, l'année 2021, exceptionnelle en termes de performance, mais pas seulement, hein, exceptionnelle aussi en termes de choses qui se sont passées sur les marchés. Il y a des choses qui se passent qui sont assez incroyables. Enfin, moi j'ai toujours en tête les AMC, GameStop, tout ce qui s'est passé sur le forum Reddit, etc. C'était pour moi totalement inédit, du jamais vu pour moi, mais du jamais vu aussi dans l'histoire, donc vraiment année exceptionnelle. Et puis de repartir de manière un peu fraîche sur l'année 2022. Voilà. En tout cas, moi j'ai vraiment hâte de faire d'autres vidéos pour vous sur l'année 2022. J'ai encore pas mal de sujets intéressants et vous verrez ça les prochaines semaines. Merci à tous pour votre fidélité et à bientôt pour une prochaine vidéo.